Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Jean qui vient nous parler des sexoliques anonymes. Plus tard à l'émission, à l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet est le gène du voyage. En début de deuxième demi, notre collaborateur nous revient avec un schizophrénique et cette fois à Barcelone et Madrid. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Dans ma cité de Clay and Friends. Bienvenue chez nous. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous renseigne sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. J'accueille maintenant mon invité qui est Jean. Bonjour Jean. Bonjour. On va vous appeler par votre prénom puisqu'on va parler d'un mouvement anonyme et puis c'est un peu la norme en fait dans tous les mouvements anonymes. On en connaît plusieurs, mais il y en a un qu'on n'a jamais parlé. C'est un tabou et dans toute l'histoire de Folie douce, on n'a jamais parlé de ça et c'est une problématique qui est très présente. Donc les sexoliques anonymes. Les SA, comme on dit. On a les AA quand on parle d'alcoolique, mais dans ce cas-ci, on parle de problèmes reliés à la sexualité. Jean, d'abord, merci d'être là, parce que c'est quand même généreux de votre part d'être là. C'est un sujet qui est difficile à parler, souvent dans la société, qui est tabou. Et surtout quand c'est une problématique, quand il y a une dépendance qui vient de ça, c'est encore pire. J'aimerais ça qu'on définisse ce que c'est, en fait, les sexoliques anonymes. Sexolique anonyme, c'est celui qui a perdu le contrôle, soit de son regard, il est toujours attiré par c'est les femmes en particulier, ouais. Ça peut être d'autres, ça peut être le tulinge qui va convertir au niveau de sa sexualité. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est accroché au film porno. Okay. C'est certain que l'Internet aujourd'hui n'aide pas la cause. Il y en a qui vont passer des journées, des nuits là-dessus. Il y en a que ça va les empêcher de fonctionner, de travailler. Ouais. Ça peut les emmener jusqu'à une dépression. Okay. Il y en a d'autres qui vont dépenser tout leur argent dans les clubs topless ouais. ou dans les maisons de débauche. C'est très varié. Il y en a, ça va être du fétichisme ouais. avec du linge. Ouais. C'est très, très, très varié. Ça peut être aussi de la pédophilie, j'imagine. Oui, ça peut. Oui. C'est qui est une autre problématique aussi importante. Là. Oui. Mais en fait, quand on parle de sexualité, on sait que c'est depuis toujours très tabou. Quand on parle d'une dépendance à la sexualité, c'est encore plus tabou. Puis ça peut devenir une maladie mentale. Donc, on a vraiment une problématique qui peut être assez complexe là, à comprendre, surtout comment ça se développe. Est-ce qu'il y a des individus qui sont plus fragiles à développer cette problématique? Oui, et admettons que tu as un problème de déficit d'attention maniaco-dépressif ou des problèmes reliés aux émotions, ouais. Santé mentale, tu peux rester accroché à ça. Autrement dit, c'est un manque d'équilibre. Ouais. Quand tu es jeune, tu vas commencer à regarder les images et puis toi, cette image-là, ça va venir t'éveiller une excitation à l'intérieur de toi, la ouais. dopamine, et puis là, tu vas rester accroché à ça, ces images-là. Et puis, tu vas t'en servir à toutes les fois que tu vas vivre une émotion, une souffrance, une peur, tu vas te servir de ça. Tu n'es pas hâte de dormir le soir, tu vas te masturber. Ouais. Tu vis une émotion, une peur, tu vas t'en aller là-dedans. Tu n'as rien à faire. Ça te donne un high, en fait. Ça te donne le high, et puis il y en a qui restent accrochés à ça. OK. Et puis, ils nourrissent ça. Puis à un moment donné, bien, les scénarios, les fantasmes, ça n'arrête jamais. Puis à un moment donné, c'est plus toi qui contrôle. Ouais. Au début, tu contrôles ça. Puis à un moment donné, c'est plus toi qui le contrôle, c'est les scénarios. Tu peux te lever en plein milieu de la nuit en obsession si tu ne contrôles plus rien. Ouais. Tu ne contrôles plus ton regard, tu ne contrôles plus tes pensées, tu ne contrôles plus tes actions avec toi. Tu ne contrôles plus ton temps non plus. Non. Le temps est plus important. Non, il n'y a plus de temps. C'est ça. Fait que tu vis dans un monde virtuel. C'est ça. De ta propre création. Ouais. Mais ta création était inconsciente. Ouais. Tu n'es pas conscient de où ce que ça va t'emmener. C'est comme celui qui fume sa première cigarette. Tu n'es pas au courant que qu'est-ce qu'il va... Il va avoir de la misère à décrocher éventuellement. Ouais. C'est la même chose. C'est la même affaire. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement... on va pas informer les gens là-dessus. Souvent, c'est probablement un des plus grands tabous là, de la société, le côté sexuel là, de la vie, en fait, parce que il y a toujours un tabou. Puis même maintenant que tout est ouvert avec Internet et tout ça, on dirait que c'est
c'est aussi tabou qu'avant. On a l'impression qu'on n'a pas avancé au niveau de la compréhension puis de la dédramatisation de la sexualité, ou en tout cas de l'information auprès des gens, là. C'est qu'on ne parle pas où est-ce que ça peut t'emmener. Tu sais, c'est comme n'importe quel autre dépendant, mais on ne dit pas jusqu'où ça peut t'emmener. Tu peux perdre la maîtrise, le contrôle de ta vie dans ce domaine-là. Puis c'est une des dépendances qui est le plus dur à arrêter. Oui, OK. C'est probablement plus dur que c'est pas une substance à l'extérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Ouais. C'est toi-même qui la fabrique, puis tu n'as pas le contrôle. Ouais. Fait que tu as une perte de contrôle. Tu es possédé par la maladie, par la dépendance. Et puis, tu ne peux pas t'en sortir à part que vraiment... Puis même si tu vas chercher de l'aide, un sexologue va te dire, écoute, c'est normal, tu as des pulsions, tu peux te masturber, mais c'est comme un alcoolique. Tu vas utiliser de prendre une bière. Parce que tu as soif, c'est ça? Il ne peut plus en prendre de bière. Lui, le sexologue, lui, il ne peut même plus se payer le luxe d'avoir un regard sexuel. C'est ça. Ça va le déclencher. Pour lui, c'est son premier verre. C'est ça qui est spécial, parce que l'alcool, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessaire à la vie, mais la sexualité, fait partie de la vie. Comment on a une saine sexualité et comment on peut gérer ça, c'est très compliqué. Hein? La sexualité, c'est un échange entre toi et une autre personne. Et puis, il faut que tu développes une intimité. Ouais. Bon, puis c'est là que ça va être, à un moment donné, ça va être, cette intimité-là va t'emmener à l'aimer, la personne. Ouais. Tandis que la luxure, c'est une énergie sexuelle qui est mal contrôlée. C'est que tu penses, c'est vraiment une maladie égocentrique. Tu penses juste à ton plaisir. Et puis tu as mis sur un piédestal la beauté et le plaisir du corps. Mais tu as mis de côté la personne qu'il y a dans ce corps-là. Ouais. Le plus important pour toi, c'est ton plaisir que tu vas prendre. Ouais. Juste pour toi. Tu ne penses pas à l'autre personne. Et puis, même si tu viens qu'à aimer l'autre personne, c'est que tu vas avoir de la misère à rentrer. On dit la luxure tue l'amour. Parce que tu ne seras plus capable d'avoir de l'intimité puis de l'aimer pour qu'est-ce qu'elle est. Tu vas toujours penser à son corps. Et puis, même à un moment donné, ce ne sera plus assez pour toi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que pour avoir une relation complète avec cette personne-là, tu vas être obligé d'aller dans tes fantasmes, dans ta tête, parce qu'elle ne viendra plus te satisfaire. Donc, il y a comme une gradation, c'est-à-dire c'est même peut-être pire que l'alcool, parce que l'alcool, à un moment donné, les gens ne peuvent pas quand même boire jusqu'à se rendre malade, mais ça, il semble y avoir une gradation, c'est-à-dire que tu perds le contrôle, mais en même temps, tu veux toujours comme un high plus haut. Là. Il y a une évolution dans la maladie. C'est vraiment... à un moment donné, tu ne contrôles plus vraiment ton regard, tu ne contrôles plus tes pensées. C'est que tu deviens un esclave. C'est une prison dorée, mais tu n'es plus capable de sortir de ta prison. C'est ça. Et puis à un moment donné, ça te mine physiquement, mentalement. Tu n'es plus capable de contrôler rien. Tu viens dans... C'est souffrant. Là, oui, c'est très souffrant. Et toi, dans ton cas, Jean, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné pour que tu puisses joindre un groupe comme ça, comme Sexolique Anonyme. Tu avais une problématique, c'est sûr, puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé à un moment donné que c'était trop, là, puis que tu devais faire quelque chose? Chez nous, moi, mon père est abusé sexuellement, puis c'est déjà là, dans mes gènes, dans mes valises, quand je suis arrivé au monde, j'avais déjà des atomes corchus, comme on peut appeler. Ouais. Après ça, en milieu de travail, moi, j'avais un déficit d'attention aussi. Un déficit d'attention, c'est que tu as de la misère à apprendre à l'école. Fait que tu es toujours dans tes pensées. Fait que tu es toujours en train... Un peu rêveur. Tu es un peu rêveur. Fait que qu'est-ce que tu fais? Puis tu as de la misère avec les filles. Fait que les filles, tu les emmènes dans ta tête et puis c'est là que... C'est là que ça commence. Ça commence comme ça. Ça peut commencer en regardant un livre de Sears. Là. Tu regardes les... Dans mon temps, on n'avait pas de... Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas rien de ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Il y avait des magazines. Tu commences dans les magazines. C'est ça. La première relation que les garçons ont avec la sexualité, c'est une mauvaise connexion, dans le fond. Ouais. C'est une connexion avec la beauté du corps et avec l'excitation que tu peux te fournir toi-même seul. Ouais. Tandis que les femmes, eux autres, vont avoir un romantisme, vont vouloir avoir un copain pour former une famille. Eux autres, ils ne commencent pas de la même façon que le garçon. Le garçon, il commence mal. Puis un coup qu'il a accroché à ce plaisir-là, il n'est plus capable de décrocher ce plaisir-là. C'est plus contrôlable. C'est ça. C'est plus, il contrôle plus, il pense contrôler plus sa vie, mais en réalité, ça devient un piège. C'est un piège. Puis il n'est plus capable de sortir du piège. Pour moi, dans mon cas, ça a commencé avec les topless,
quand j'allais prendre une bière dans l'État Plus. Ouais. Je passais mon temps là. Et puis, les magazines, en milieu de travail, il y avait des magazines, des Playboy, ça traînait partout. Ah oui. Fait que, Donc, la tentation est là. Puis entre garçons, dans un milieu de travail, là, c'est certain que tu parles de quoi? Tu parles juste de ça. Ouais. Le soir, tu vas au club. Et puis là, quand tu arrives chez vous avec ta femme, ben là, si ça va pas bien avec ta femme, tu vis des émotions, tu ressentiments ou n'importe quoi, ben là, tu vas penser à tes fantasmes pour réussir à avoir une relation avec elle. À un moment donné, l'intimité, il n'est plus avec ta conjointe. C'est pas sain. Là, c'est pas sain. Fait que là, tu cherches d'autres façons d'arriver à ton plaisir. Puis c'est là que tu peux... Est-ce que dans ton cas, Jean, est-ce que tu t'es arrivé à un point où tu disais, ben écoute, ça n'a pas d'allure, là, tu perds de... Est-ce que c'était extrême, tu dis j'ai besoin d'aide, il faut que je fasse quelque chose? Oui, c'est qu'à un moment donné, c'est que la masturbation devient compulsive. OK. Tu contrôles plus tes regards, puis tu penses rien qu'à ça. Donc c'est trop, là, c'est omniprésent. C'est ça. Puis ça m'a emmené jusqu'à l'exhibitionnisme. OK. Fait qu'à un moment donné, tu contrôles plus rien de ça. Fait que tu as vraiment besoin d'aide. Et dans ça, il nous reste encore quelques minutes, là, Jean, puis c'est sûr qu'à la fin, on va donner les coordonnées parce que les gens qui nous écoutent, qui ont des problèmes de ce type-là, qui peuvent se reconnaître, j'imagine, ils peuvent appeler sans problème. On va le mentionner tantôt. Mais dans ça se passe comment? Je veux dire, on appelle d'abord, puis ensuite, comment on fait pour... C'est des meetings fermés. Oui. Et puis, c'est vraiment anonyme. Puis, tu n'es pas obligé. On ne parle pas de sexe dans le fond. On a une façon de parler. C'est un nouveau langage. Puis, tu n'es pas vraiment obligé de parler de ton problème. Ouais. C'est que tu peux parler at large, de dire, OK, moi, j'ai un problème de luxure. Ouais. Tu n'es pas obligé de dire que... Des choses précises ou tu n'es pas obligé de raconter. C'est ça. Puis, quand ça a le rapport avec la justice, on n'en parle pas. C'est ça. Mais tu peux te rétablir. Et puis, tu vas trouver un parrain qui va t'accompagner. Ouais. Et puis, là, avec lui, tu vas pouvoir t'ouvrir puis vraiment nettoyer là, ton passé. Si tu te sens mal, c'est un peu le même principe que les autres groupes. Là, tu peux appeler ce parrain-là pour avoir de l'encouragement ou c'est ça, avoir... Tu es accompagné avec les membres, ni numéro de téléphone. Et puis, quand tu es en obsession, tu peux appeler un membre, puis bien souvent, l'obsession va passer. Qu'est-ce qui fait que on s'en sort, justement? Parce que toi, j'imagine que tu es dans le mouvement. Probablement qu'on reste toujours fragile, mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens plus en contrôle de ta sexualité? Moi, j'ai mis une croix là-dessus, premièrement. C'est comme une allergie. Tu es allergique au beurre de pinot. Tu vas être allergique au beurre de pinot le restant de tes jours. Ouais. Mais si tu y touches pas, tu peux vivre... Tu peux vivre... tu peux sortir de ton esclavage. Ouais. Et tu peux être bien dans ta peau, être bien dans ta tête, dans tes pensées, dans tes regards. Ouais. Mais il faut que tu te serves de ta maladie, de ta connaissance pour pouvoir aider d'autres personnes. Ouais. Si tu veux pas t'en servir de ton problème puis de ton rétablissement pour aider, il y a des grosses chances que tu vas retomber dans la luxure. Et ça peut mener, comme on disait, à la dépression, à... La folie, la prison et la mort. Oui, ben c'est ça. Même le côté justice, effectivement, si on fait quelque chose contre la loi, là, c'est ça, effectivement. Oui. J'aimerais ça qu'on mentionne, Jean, avant de terminer, les coordonnées, parce que les gens qui ont besoin d'aide, c'est toujours accessible, je pense, le mouvement SA, les sexoliques anonymes. Donc, c'est ça. Fait que le numéro de téléphone, c'est 514-254-8181. Et le site Internet, c'est www.sa-québec.org. SA-Québec, hein? C'est ça? SA-Québec.org, c'est ça? Parce que SA, c'est un mouvement qui est un peu partout, mais ça, c'est la section de la province de Québec. Oui. Et le numéro de téléphone, encore une fois, mentionne-le donc, ça vaut la peine. 514-254-8181. Ben, merci beaucoup, Jean. C'était généreux de ta part, de votre part, donc d'avoir expliqué ce phénomène-là, en fait, de sexolique anonyme qui n'est pas très connu et qui est tabou. Donc, merci beaucoup, puis bonne continuité, bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet que tu nous proposes, Pierre, c'est le gène du voyage. Oui, ou pourquoi certains sont nés pour bouger. Oui, ce qu'on appelle le nomadisme. Tu peux appeler ça comme ça si tu veux, mais semble-t-il que c'est relié à la génétique. Les gens qui ont envie de bouger, je dirais qui ont besoin de bouger et de voyager. Oui.
Je sais que toi, tu voyages beaucoup, Ouais. Yvan. Mais il y en a qui voyagent encore plus, je dirais. Il y en a Ouais. que c'est vraiment... Ils ont ça dans le sang. Puis j'ai pas commencé si jeune à voyager. J'ai commencé dans vingtaine. Le premier voyage que j'ai fait. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ça dans le sang et qui commencent jeunes. Là. Oui, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai pris sur Internet sur le site bridoz.com, B-R-I-D-O-Z. Et on nous dit... pour certains, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir, quelque chose de différent à découvrir. Ils profitent de chaque excursion d'une journée, mais sont bien conscients qu'il y a tant de choses qu'on ne peut pas voir en 24 heures. Leur truc, ce sont les vols en allée simple et les voyages sans destination. Oui, là, c'est différent de gens qui sont forcés de quitter leur pays pour des raisons économiques ou politiques. Oui, C'est pas exactement. pareil. Là, on parle vraiment des gens qui voyagent par plaisir. choix, Oui, puis c'est exactement, ça, ouais. oui. Les destinations supposent des plans et les plans, ce n'est vraiment pas leur affaire. Les plans supposent un but sous-jacent. Et d'après leur expérience, voyager sans en avoir un amène toujours plus de choses intéressantes. Ce sont des aventuriers aussi. C'est un peu vrai quand même, ça. Oui. C'est vrai. C'est le voyage et l'aventure, en Ouais. fait. Le danger, ces gens-là doivent se trouver quand même du travail parce qu'ils sont là pendant longtemps dans un même pays. Mais pas nécessairement, c'est pas en durée nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être sur une Pas courte période. nécessairement. Là, OK, ouais. je pensais pas comme 6 mois, 1 an. Il y en a qui partent de Non, très, on parle- très longtemps. Oui, là. mais là, on parle vraiment de déplacement. Ouais. OK. D'aussi loin qu'ils se souviennent, ils ont toujours été comme ça. Je parle de ces gens-là. Et ça remonte à leur tout premier voyage, comme monter dans le TGV pour Euro Disney quand ils étaient enfants en Europe. Selon des résultats scientifiques récents, ça aurait même pu être inscrit dans leur ADN bien avant ça. Comme confirmé sur un blog de psychologie, le besoin inhérent de voyager peut être retracé jusque sur un gène, qui est lui-même dérivé du gène qui s'appelle le DRD4, associé au niveau de dopamine du cerveau. Le gène lui-même qui a été identifié par le nom de DRD4-7R. Tu prends note, Ghislain? On prend Oui, ça en oui, note. c'est, je sais pas si je l'ai dans mon cerveau ou pas. Là. A été surnommé le gène du voyage en raison de sa corrélation avec des niveaux plus élevés de curiosité et de bougeotte pour la plus grande partie. En réalité, cependant, ceux qui portent cette information génétique partagent généralement une chose en commun, un historique de déplacement. Ce gène n'est pas des plus communs. En fait, seulement 20% de la population le possède. Ceci étant dit, on le trouve en bien plus grande proportion dans les régions du monde où les voyages ont été historiquement encouragés. Oui. Ça paraît aussi l'été, mais il y a des gens qui veulent faire se tenir autour de leur maison, puis il y en a d'autres, c'est invariable. Il faut Il faut qu'ils Oui. bougent, c'est ça. faut qu'ils partent de chez eux. Oui, oui. Moi, je pense que c'est mieux de partir de chez eux pour changer Il faut d'air. qu'ils changent d'air, effectivement. Oui. Partant de la présomption que les êtres humains sont apparus en Afrique, Charles Eng Chen, qui a mené une étude sur ce sujet en 1999, soutient l'idée que ce gène a plus de chances de s'exprimer dans les sociétés actuelles où les individus se sont déplacés sur de grandes distances de leur point d'origine en Afrique il y a bien des milliers d'années. Une étude séparée de David Dobbs du National Geographic vient appuyer ces conclusions et apporte des raisons de ne pas simplement pointer un lien vers la curiosité et l'agitation, mais plus spécifiquement vers une passion pour le voyage. Moi, j'ai un oncle qui est comme ça. Ça, faut que je vous dise. C'est grand voyageur. un grand voyageur. Et selon ce monsieur Dobbs, la forme mutante de ce gène pousse les individus à prendre plus de risques, explorer de nouveaux lieux, des idées originales, des aliments inconnus, des relations, des drogues même, ou des opportunités sexuelles nouvelles. Il continue en affirmant que les porteurs de ce gène accueillent en général mieux le mouvement, le changement et l'aventure. Ceci étant dit, il y a encore des raisons de douter de ce gène du voyage, du moins dans l'esprit de M. Kenneth Kidd de l'Université de Yale. Selon lui, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que les autres semblent impliquer. Il nous dit que la génétique ne marche pas comme ça.
Il nous dit on ne peut tout simplement pas résumer quelque chose d'aussi complexe que l'exploration humaine à un seul gène. Il y a aussi ton expérience familiale qui joue à ça. Ben, ça revient à parler des gènes, parce que les gènes se transmettent beaucoup à l'intérieur de la famille. Oui, mais moi, je suis pas un domiciliaire parce que ma mère haïssait la maison, puis moi, je suis pas meilleur que ça. Ouais, J'aime pas rester dans la maison. Oui, mais peut-être que tu retiens des gènes de tes grands-parents. Peut-être tu avais aussi les gènes, aussi les gènes en plus d'avoir l'habitude. C'est ça que je veux dire. C'est ça. En réponse, Dobbs a consulté le généticien de l'évolution, M. Jim Noonan, pour acquérir une meilleure compréhension en la matière. De la façon la plus simple possible, Dobbs cite Noonan pour expliquer comment la capacité humaine à explorer repose sur les fonctions de deux systèmes, les membres et le cerveau. Pour ce qui est des humains, il y a quelques différences dans nos membres et notre cerveau qui les distingue de ceux de nos ancêtres les plus proches, les primates. Il nous dit comme des jambes et des hanches qui nous permettent de marcher sur de longues distances, des mains très, très habiles et un cerveau encore plus habile qui se développe bien plus lentement, mais bien davantage que celui des primates. On y revient de toute façon à l'Espresso allongé. Très intéressant, le gène du voyage à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre chroniqueur Bernard Saunier nous présente un schizophrénique à Barcelone et à Madrid. À l'Espresso allongé, on poursuit avec le gène du voyage. Vous entendrez aussi en chanson Pantalon de yoga de Bleu Jeans Bleu et Rub-a-Dub de Pierre-Paul Jacques. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Puis c'est avec plaisir que j'accueille Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Bonjour, encore une fois, toujours un plaisir de te recevoir. Et tu continues sur ta comment on pourrait dire? Ma lancée schizophrénique. Oui, c'est ça, un peu comme Tintin au Tibet. Mais oui, là, c'est... moi, c'est schizophrénique à quelque part. Puis cette fois-ci, c'est en Espagne, en fait, à Barcelone et à Madrid, c'est ça? Schizophrénique à Barcelone et à Madrid. Et à Madrid. Donc, un voyage que tu as fait en août 2017. Oui. En Espagne. Un des nombreux voyages. Tu as pris un peu la piqûre du voyage. Moi, j'aime voyager. Comment dire? Le dépaysement. Je vais voir aussi comment ma schizophrénie se vit ailleurs. Puis à date, ça va assez bien. Ça va bien, mais si je suis franc avec toi, je reste souffrant beaucoup. Ah oui, quand même. Parce que je me souviens qu'à certains, un ou deux voyages, tu m'avais raconté, surtout quand tu t'étais remis à voyager, parce que tu as voyagé quand tu étais un peu plus jeune. Oui. Pendant un bout de temps, tu n'as pas vraiment fait de voyage. Ensuite, tu as un peu eu la piqûre par des voyages où tu étais invité, mais ça t'a donné le goût de voyager. Puis il me semble que tu me disais que tu te sentais plus ou moins sécure, dans le sens que est-ce que tu avais confiance à ce que ta santé mentale allait tenir le coup, en fait, pendant le voyage? Elle tient le coup, sauf que la paranoïa reste toujours là, puis il y a toute la difficulté de
Comme là, en Espagne, de parler espagnol, moi, je dis pas... Je connais quelques mots. Là. Je connais 4-5 mots en espagnol, puis en Espagne, ben, si tu fais comme les Espagnols, tu parles espagnol. Ouais. En fait, les gens me disent, il y a le catalan, il y a 2 ou 3 langages que les gens emploient. Comme partout, l'anglais, c'est sûr. C'est ça, mais l'anglais, c'est pas, c'est pas... c'est pas la même chose. Là. C'est pas pareil, tu sais. Quand tu connais la langue du pays. Je me débrouille pareil avec le peu d'anglais que j'ai réussi à me faire comprendre. Faut dire que, on pourrait te demander d'abord pourquoi tu as choisi l'Espagne, mais je veux aussi dire que ça s'est adonné que tu es arrivé en même temps que l'attentat qui a eu lieu à Barcelone. Mais pourquoi tu as choisi l'Espagne avant même de savoir que ça allait arriver? C'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi l'Espagne. J'ai choisi l'Espagne peut-être parce que je pensais que c'était un pays tranquille où il ne se passerait pas rien. Ouais, mais contrairement à ce que je pensais, il s'est passé quelque chose. En arrivant. Puis j'étais là. C'est ça. C'est spécial. Je suis arrivé à Barcelone en avion. J'ai eu mon transport jusqu'à l'hôtel. Ouais. À l'hôtel, j'ai rentré mes choses dans ma chambre. Là, je suis sorti manger une bouchée. Puis là, je me suis dit, est-ce que je vais ça? Parce que les événements, ils sont passés sur la Rambla. Oui, c'est exactement. Là, je me suis posé la question, est-ce que je vais faire un tour sur la Rambla? Puis là, il y a des gens qui m'avaient parlé de la Rambla. Va pas là, il y a trop de monde, c'est dangereux de te faire voler, tout ça. Là, je me lève de la petite terrasse où j'étais, puis je marche un peu, je dis, je vais pas. Je revire le bord, je retourne à l'hôtel, je pense à la terrasse, je prends un café. Après ça, je suis monté dans ma chambre, puis j'ai appris qu'il y avait eu cet attentat-là. La même journée. La même journée. C'est ça qui est spécial. J'ai passé proche d'être là. Mais comment tu as réagi? Parce que moi, je me souviens, j'étais moi-même en voyage à ce moment-là, puis j'ai vu la nouvelle, puis il me semblait que tu étais en Espagne dans ces jours-là. Puis mon premier réflexe, c'est d'aller voir sur Facebook si tu étais là, puis si tu disais quelque chose, puis ça s'est adonné que tu disais genre oui, je suis correct, ou tu rassurais tes amis. Là. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, Facebook, c'est un bel outil pour ça. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, d'ailleurs. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, de dire je suis en lieu sûr, inquiétez-vous pas. Les gens s'inquiétaient, ils m'envoyaient des... moi, j'avais un problème de courriel avec ma tablette, puis je me servais de Facebook, puis ça fonctionne numéro 1. OK, ouais. Puis les gens, ils se demandaient où j'étais, qu'est-ce que je faisais, puis là, j'ai répondu, ça va bien. Ouais. Moi, la première chose que j'ai pensé, c'est d'abord toi, là, ta santé puis ton état, là, que tu sois en lieu sûr, mais l'autre côté, c'était la santé mentale. Je me disais, est-ce que cet événement-là, qui n'est pas jamais arrivé dans un de tes voyages, est-ce qu'un événement comme ça, le fait que tu es dans la même ville puis il se passe quelque chose, est-ce que tu vas bien le prendre? Est-ce que... Je vais te dire que paranoïaque, dans un attentat, c'est pas fort. C'est comme c'est pas bueno. Des fois, tu as l'impression mais que... je te dirais que j'ai pas ressenti une grande détresse puis un grand besoin de parler à quelqu'un de ça puis de dire j'ai eu peur, j'aurais pu être là. Puis tu ne sentais pas comme menacé? Je me suis pas senti menacé. En fait, je suis allé parler aux jeunes filles qui travaillaient au comptoir de l'hôtel, puis eux, ils avaient l'air pas plus... Comme on dit en anglais, business as usual. Hein? That's it, business as usual. Sans qu'il y ait rien qui a vraiment... Les autres, ils faisaient leur job, puis ça avait pas l'air... Sauf que c'était une grosse... Oui, c'est un gros attentat quand même. On a entendu beaucoup parler. C'était un pays qui n'avait pas vraiment vécu ça, parce qu'on a entendu en France, un peu partout en Allemagne, mais en Espagne, c'était plutôt... jamais vraiment dans les... Non, il n'y avait pas grand-chose. Puis en plus que Barcelone, c'est une ville qui est très touristique. Oui. On entend beaucoup de bien de ça. Moi, tous les gens que j'ai connus qui sont allés à Barcelone m'ont toujours bien parlé de la ville. Là. Puis ça arrive là, il faut croire que les terroristes, ils savent où ils frappent, puis ils font... Ils frappent souvent dans les endroits... les gens s'en attendent pas parce que on cible les pays, puis après ça, les gens sont sur leur garde, mais les autres, partout, même ici, ailleurs... Mais il y a tout ça aussi dans l'histoire du terrorisme. On parle des gens qui habitent là, qui continuent leur vie. Nous aussi, il faut faire ça. C'est ça, exactement. Moi, c'est pas parce qu'il y a eu un attentat un jour à Barcelone, puis j'étais là, que je vais arrêter de vivre. C'est ça. Je parlais de ça avec mon frère, on se disait ça, on n'arrêtera pas de vivre pour ces... Non.
Non, On effectivement. avait un gros qualificatif que Ouais. je dirais pas ici. On peut imaginer. Hein? Mais on n'arrêtera pas de vivre vrai. pour ces gens-là. Ils n'en veulent pas la peine. C'est pas... Puis si on est dû, on est dû. Tu sais, des fois, il faut être c'est fataliste ça, dans la c'est vie. ça. Mais oui, effectivement. Puis aussi, ce qu'on disait avant de rentrer en ondes, en fait, quand on suit, nous, d'ici, par exemple, les nouvelles en continu, on a toujours l'impression que c'est plus gros. Je ne dis pas que l'événement n'était pas gros, mais quand tu vis sur place, on dirait que tu dédramatises un peu. Tu ne le vois pas de la même façon, l'événement. Oui, les gens continuent à vivre quand même. C'est ça ce qu'on disait. Tu sais, les gens vivent pareil. Ils sont pas paralysés. Il y en a certains qui doivent être paralysés. J'imagine là, que si tu étais assis sur la Rambla puis la camionnette a passé à 2 pieds de toi, c'est sûr que ça marche. Ça marche, autrement que ça. C'est ça. Mais sinon, en tout cas, tu es revenu en pleine forme, tant mieux. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ton voyage en général? On va avoir éventuellement un autre segment qu'on va présenter dans une autre émission. On parlera d'autre chose. Là. Je pense que l'Espagne, c'est un pays qui a une culture très, très riche. Comment dire? Est-ce que tu t'attendais à ça? Parce qu'on sait que la France, il y en a beaucoup. Je me doutais un peu Ouais. J'avais entendu parler. En fait, ce qui m'a attiré là, c'est. Je te disais que je savais pas pourquoi, mais tout ce qui est Picasso. Ouais. Picasso est espagnol. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Il y a Dali aussi. Dali est espagnol. Goya est C'est espagnol. ça. Velasquez est espagnol. Ouais. Il y a des grands génies de la peinture qui ont travaillé en Espagne, puis ça m'attirait beaucoup, ça m'intéressait. Ce que je me disais, quand j'ai vu l'exposition de Picasso au musée Picasso, Ouais. je me disais, les gens qui disent que le cubisme, c'est n'importe quoi. Quand tu vois les Quand tu œuvres, vois les premières œuvres de Picasso, tu peux pas dire ça. Non. Ça met ça définit bien ce qu'est le cubisme de voir les débuts du travail de Picasso. Tu vois qu'il faisait pas n'importe quoi. Ouais. C'était pensé, c'était réfléchi. Puis le cubisme, c'est un grand mouvement d'art. Ouais. Puis je pense que ça a changé beaucoup de choses. Faut dire que dans un autre segment, dans une prochaine émission, on va se spécialiser dans tout ce que tu as vu de côté artistique, parce que ça t'intéresse beaucoup, là, Oui. déjà avec tes chroniques que tu faisais pendant plusieurs toujours. Là. Mes chroniques sont toujours disponibles. Ouais. C'est toujours disponible sur mon blog à http://www.legoulag.blogspot.com. À partir de là, vous allez sur Schizophrénique à Barcelone Ouais, pour lire et à Madrid. Il y a une série de 10 textes que vous pouvez lire en rafale pour ceux qui aiment les choses. C'est un peu plus dense que d'habitude. Peut-être à cause de ça, cet attentat-là. Peut-être que c'était un peu, ça a teinté un peu peut-être ton écriture. Je pense que ça a teinté beaucoup. Parce que tu as beaucoup fait la tournée, tu as fait beaucoup, d'après les photos que tu as publiées, j'ai vu beaucoup d'art et tout ça, on va en parler dans une autre... mais si tu parles de ton expérience générale, puis avec les gens en Espagne, qu'est-ce que tu as à dire? Avec les gens, j'ai trouvé ça... ça revient toujours au langage. Hein? Je parle pas espagnol. J'ai essayé de communiquer avec la serveuse du restaurant. Elle parlait pas... Ça parlait pas... Elle parlait un peu anglais, évidemment, mais pas plus qu'il faut. Puis c'est là que c'est là mon manque. Là, Ouais. Parce que je reprocherais pas aux gens de vivre comme... On vit à Madrid comme on est madrilène. Oui, un peu comme quand tu vas à Rome, fait comme les Romains. Exactement. C'est la même chose à Madrid ou à Barcelone. C'est ça. Ça fait que... Mais au-dessus de ça, je veux dire, l'ambiance dans les rues... l'ambiance, c'est bien. C'est des villes vivantes. Je reviens genre avec l'art, l'architecture est intéressante. À quoi tu comparerais ça? Disons, si on parle de Barcelone, est-ce qu'il y a une ville? J'ai décidé de ne pas comparer. J'ai décidé de dire que c'était incomparable. C'est Barcelone, puis c'est Barcelone. ça. Madrid, la même chose. La même chose. Ouais. Et qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu en as retiré le plus? Tu es resté comme 10 jours, je pense, en Espagne. Oui, 10 jours. Ce que j'en ai retiré le plus, c'est...
La fatigue. La fatigue, oui. Mais on m'a dit que c'était... Quand je suis revenu, j'étais un peu épuisé. Là, t'as le décalage. J'ai le décalage. Puis en 10 jours, ça fait un peu rapproché. Oui. Si c'était à refaire, je partirais un peu plus longtemps pour prendre là-bas plus le temps pour récupérer. Oui. Puis... Donc, le retour était un peu plus dur. Là, Oui, il était plus difficile. Moi, je pensais pas que ça ferait ça. Puis tu te lèves très tôt le matin, genre, puis là, tu tombes de fatigue à 8 heures le soir. Là, c'est un peu ça. En terminant, Bernard, on peut rappeler peut-être le nom de ton blog. Est-ce que tu fais encore les humeurs culturelles? Non, aussi? les humeurs culturelles, c'est malheureux. Ben, je pense qu'ils sont encore disponibles, mais tu mais n'en refais pas des nouvelles. Rien. Donc, l'endroit le plus actuel pour te suivre, c'est vraiment le Goulag. En cherchant Bernard Saunier, blog Le Goulag. Le Goulag, vous allez trouver mes textes. Puis on rappelle que les 10 parties du texte, justement, le schizophrénique à Barcelone et Madrid, sont sur le site Internet en 10 parties. Ainsi que d'autres textes que tu fais régulièrement. www.legoulag.blogspot.com legoulag.blogspot.com/. Excellent. Merci beaucoup, Bernard. Puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une deuxième partie sur le schizophrénique à Barcelone et à Madrid pour focuser plus sur l'art. Donc, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as parlé de Picasso tantôt, ça me donne déjà le goût de t'entendre. Donc, on a hâte de te réécouter. Merci beaucoup et à une prochaine. Ça m'a fait plaisir. Merci. Moi aussi. Salut, Bernard. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous poursuivons avec l'Espresso allongé, avec le même sujet, le gène du voyage, Pierre. Oui. Il faut souligner, c'est des gens de tout âge, hein, là, dans le gène. Oui, mais tu vas voir, on va parler de l'âge aussi, parce que ça rentre en ligne de compte. Excuse, je t'ai devancé. Oui, mais tu me devances continuellement. Tu disais qu'il y avait à peu près 20%, je pense, aussi de la population, quand même. Le gène du voyage, qu'on appelle à l'occasion le gène de l'aventure. Je vais vous lire quelques passages d'un autre article que j'ai pris sur l'Internet, sur le site pausecaféine.fr, un site français, un article écrit par Mme Linda Bortoletto, qui est elle-même une grande voyageuse et une aventurière française. Elle nous dit que les personnes qui le possèdent ont davantage le goût du risque, une forte attirance pour la nouveauté, des capacités marquées pour la résolution de problèmes et une tolérance élevée au stress. Ce gène est impliqué dans le contrôle de la dopamine, qui est un neurotransmetteur relâché par le cerveau et associé à la sensation de plaisir. Oui, mais il y a quand même, là, on parle de déplacement, il y en a qui c'est un risque contrôlé. Tu vas en Corée, tu sais, à Séoul, où tu te ramasses dans une région du Cachemire très, très dangereuse. Oui, mais c'est ça qu'on dit, c'est que c'est un gène qui pousse à bouger, mais à vivre des aventures aussi, et à prendre des risques. Donc, on dit que, en parlant de dopamine, le cerveau la libère lorsque vous vivez une expérience jugée agréable. Certaines recherches ont montré que la libération de dopamine précéderait même la dite expérience. La dopamine aurait donc un pouvoir incitatif puisqu'elle serait libérée en fonction du plaisir attendu. Donc, c'est comme le chien qui salive, c'est quand tu lui montres son biscuit. Ouais. ça serait aussi une façon de dire, est-ce que des gens génétiquement sont bons pour le quotidien puis d'autres pas du tout? J'extrapole. Tu veux dire, il y aurait un gène contraire. Oui, mais il y a des gens du quotidien, de la routine. Il y en a qui sont pas excellents. Là, j'extrapole. C'est pas la même chose, mais ça se ressemble un peu. Oui, alors je continue la lecture. Madame Bortoletto nous dit les personnes qui possèdent ce gène, qu'on appelle, je le disais tantôt, le DRD4-7R, ont besoin d'une plus grande libération de dopamine pour ressentir une sensation de plaisir équivalente à une autre personne, d'où une tendance à vouloir multiplier les expériences, à explorer l'inconnu et à prendre davantage de risques. Il est toutefois important de préciser que l'interaction de ce gène avec d'autres aboutit à différents résultats. Posséder ce gène signifie posséder un goût prononcé pour le voyage et l'exploration, mais d'autres traits de personnalité seront nécessaires pour favoriser le passage à l'acte. En bref, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Enfin, de façon plus extrême, ce gène peut conduire aux troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, aux troubles bipolaires et à être impliqué dans des maladies telles que la schizophrénie ou le Parkinson. Il peut également favoriser les conduites addictives.
D'autres études montrent que plus une population se trouve géographiquement éloignée de sa population parentale d'origine, plus le pourcentage de ce gène était élevé. De cette façon, le pourcentage du gène de l'aventure est proche de 0 pour les populations restées au même endroit au cours des 30 000 dernières années. Par exemple, les Han, H-A-N, en Chine, ou les Juifs, les Yéménites, alors qu'ils atteignent en moyenne 63% dans 6 populations migratoires des Indiens d'Amérique du Sud. Donc, on voit que c'est rattaché à l'histoire des peuples. Oui, c'est ancré dans l'histoire de ces gens-là. Il y en a qui ont dû malheureusement bouger par nécessité. Oui. Exactement. Ouais. Mais ça a développé, c'est ça, quelque chose à l'intérieur. Ouais. D'autres traits de personnalité, les gens qui possèdent le gène de l'aventure, on dénote des prises de décision plus risquées, la recherche de situations risquées et nouvelles, la capacité marquée pour la résolution de problèmes lorsque les émotions sont mises de côté, moins de sensibilité à la peur, moins de sensibilité aux événements négatifs, moins de tolérance à la monotonie, tendance élevée à exercer une activité physique. C'est-à-dire, ces gens-là, un peu comme tu disais, Ghislain, ils seraient pas bons dans une job de bureau. Non. Je pense ce serait l'envers de la médaille. Et c'est souvent peut-être le profil, quand les gens voyagent, souvent, ils vont avoir un genre de travail qui va leur permettre d'avoir une vie un peu plus bohème. Oui, exactement. Il y en a qui se trouvent des emplois à l'endroit même. Oui, ça exactement, aussi, oui. Autre bonne nouvelle, la longévité. En effet, une recherche menée sur un groupe de personnes de plus de 90 ans a montré que la proportion du gène de l'aventure ou du voyage était plus importante de 66% en comparaison à un groupe de personnes âgées de 7 à 45 ans. En bref, les personnes qui portent le gène DR-D4-7R possèdent tout ce qu'il faut pour braver l'inconnu et ses dangers et pour vivre plus longtemps. En conclusion, on nous dit enfin, une récente étude a montré qu'outre le facteur génétique, il existerait un cerveau de l'aventure, les responsables de la prise de décision et du contrôle de soi. Oui. Est-ce que ça inclut aussi les gens qui font de la coopération internationale? Parce qu'eux, se déplacent aussi beaucoup. Probablement qu'il y en a. Il y en a peut-être justement qui vont prendre un travail. Parce que des fois, c'est une forme de travail. C'est une forme de travail. C'est une façon de l'utile à l'agréable. On en connaît des gens, des fois, c'est des membres de notre famille ou des amis qu'on a qui partent en voyage puis ils font exactement ce que vous venez de dire. Puis il n'y aura pas au cinéma un genre bien aimé qui est les road movies non plus. On m'avait déjà dit... ça serait sujet de notre... Oui. Il y a quelqu'un qui me disait qu'à l'étranger, il pouvait travailler comme... je pense qu'il prenait des appels, tu sais, pour je sais pas si c'est un commerçant ou quelque chose comme ça, mais il était à l'étranger. Mais avec la technologie, aujourd'hui, tu peux travailler ailleurs, puis ça paraît pas. Tu réponds en français, puis les gens ont... Il y a toutes sortes de jobs, en fait, qu'on connaît pas. Il faut que tu aies un goût aussi pour les langues étrangères. Aussi, oui. C'est un excellent sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation. Merci, Pierre. Donc, le gène du voyage à Folie Douce. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce avec Ghislain Malo ici présent et Pierre Laporte, donc on va faire la nomenclature des chansons. En début d'émission, on a écouté Dans ma cité du groupe Clay & Friend. On a pu entendre Mademoiselle de Zaza Fournier. Dans la deuxième demi, on a écouté Pantalon de yoga du groupe Bleu Jean Bleu et à l'instant Rub-a-Dub de Pierre Podiac. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes espressos et espressos allongés où tu nous as parlé du gène du voyage. Alors c'est très intéressant comme sujet. On a eu en début d'émission Jean qui nous a parlé des sexoliques anonymes. En début de deuxième demi, notre collaborateur Bernard Saunier nous a parlé de son histoire, un schizophrénique à Barcelone et Madrid, un récit de voyage intéressant. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.
bop,